Dear. Valued people. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette deuxième conférence à la nouvelle saison de Dear Valley People. Donc avant de vous parler un peu de Dear Valley People, combien d'entre vous sont déjà venus à une conférence ? Pas mal, finalement. On commence à être connus. La célébrité, Camille. Donc pour les autres, Dear Valley People, c'est une émission qui a été créée en 2019 par moi-même. Le postulat de base, c'était de remettre au cœur la parole des personnes expérimentant le handicap pour combler le manque existant pour moi, parce que je trouvais qu'on parle du handicap, mais sans en parler avec les personnes handicapées. L'émission a eu plusieurs formats et ensuite j'ai été accompagné par Camille Carneguez ici présente depuis 2 ans. On a fait évoluer le format pour aujourd'hui être ici à la Gazette Café une fois par mois pour parler de différentes thématiques toujours en lien avec le handicap, avec des personnes concernées, mais aussi avec tout le monde, parce qu'on pense que le sujet du handicap est un sujet que tout le monde devrait avoir la liberté de parler. Le mois dernier, on a eu l'occasion de faire une émission sur la thématique de la scolarité et du handicap. Dans la continuité de cette émission, la thématique de ce mois-ci, c'est l'adolescence et le handicap. J'invite tout le monde à participer. Et pour m'accompagner durant cette émission, je suis accompagné de Anna. Bonsoir Anna. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Super. Et donc on va discuter entre nous, mais je vous invite aussi vous à poser vos questions. Nous avons Pierre ici présent avec un micro sans fil. Il faut savoir que l'émission est enregistrée. Donc n'hésitez pas à bien parler dans le micro. Et l'émission sera rediffusée sur nos plateformes, notamment sur le site de la radio, en podcast sur YouTube et bientôt sur Spotify. Anna, comme première question, moi j'aimerais te demander, ça t'inspire quoi cette thématique ? Adolescence et handicap. Moi, adolescent, je sais plus trop. Donc ça me paraît loin. Enfin loin. Pas trop quand même, mais Tu as quel âge ? 22 ans. Tu as 22 ans ? Oui. J'en ai 31. Donc mon adolescence est un peu plus loin. Non, mais moi j'ai arrêté le lycée en terminale et pour moi entre guillemets mon adolescence s'est arrêtée là en terminale en 2019 en fait. Ok. Voilà. Ok. J'avais 17 ans. Voilà. Et pour toi, ça a commencé quand ? L'adolescence, ça commence quand pour toi ? Alors pour moi, elle a commencé quand j'avais 12 ans, à l'arrivée de la maladie. Au diagnostic de la maladie, mon adolescence a commencé pour moi à 12 ans. En fait, je rentrais au collège et on a diagnostiqué 1 an après, même pas la maladie. Donc voilà. D'accord. Et avant d'avoir le diagnostic, je suppose qu'il y avait des premiers signes. Non. Non. J'avais rien du tout. Et d'ailleurs, c'est ça qui est fou, c'est qu'on comprenait pas. Et je me rappelle même plus de ma primaire. Ça, mon cerveau est effacé. Mais j'avais rien de rien. D'accord. Voilà. Mais tu te rappelles de ton collège ? Un peu, ouais. Oui, quand même. Parce que au collège, j'étais debout.
Et quand je suis passée au lycée, j'étais en déambulateur et après fauteuil. Donc voilà. Ok. J'ai eu plusieurs étapes en fait. Ok. Et quel impact a eu pour toi le diagnostic, puisqu'il est arrivé au même moment que l'adolescence, donc finalement tu es peut-être l'exemple parfait de l'adolescence et le handicap, c'est-à-dire que toi en quelque part, ce nouveau monde... 11 ans, j'avais 11-12 ans quoi. Ce nouveau monde, t'as commencé à le découvrir au moment où tu étais adolescente. Oui. D'abord, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Quand on a 12 ans, le médecin, il te dit ah, tu es malade, tu as ci, tu as ça, tu comprends pas tout. Souvent ma mère, c'est pas qu'elle me disait pas tout, mais elle voulait pas me faire peur, donc elle me disait pas tout, mais voilà, c'était plutôt les parents qui étaient au courant de ce que j'avais. Moi, j'ai commencé réellement à comprendre ce que j'avais quand j'avais 16 ans. Enfin, vraiment, à partir de la 4e, 3e, j'ai commencé à comprendre que ça allait être compliqué. Enfin, qu'il y aura une délibération. Donc là, peut-être pour répondre aux questions que peuvent se poser les auditoristes qui nous écoutent, est-ce que tu peux un peu nous parler justement de ce diagnostic? De quoi as-tu été diagnostiqué? En fait, à 12 ans, j'ai été diagnostiquée de la maladie ataxie de Friedreich. Et alors non. D'abord, j'ai eu un corset parce qu'on a diagnostiqué une scoliose aggravée et j'ai porté le corset pendant 4 ans, donc mes années collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Je l'ai enlevé en 3e et la maladie, elle est arrivée 6 mois après. Je portais le corset, j'avais des signes bizarres et donc j'ai eu tout en même temps. Et en fait, en fait, on a compris que la scoliose venait de la maladie. En fait, c'est un tout. C'est global. Donc, en quelque part, est-ce que je pourrais dire que la scoliose a été un des premiers symptômes qui a permis de mener à ce diagnostic de l'ataxie? Ouais, et ça a été diagnostiqué par une infirmière. En fait, quand on passe de la primaire au collège, enfin, moi, c'était comme ça avant, on a une visite médicale de l'infirmière du collège où on va. C'est elle qui a regardé mon dos comme ça et qui s'est inquiétée, donc elle a prévenu mes parents parce que moi je m'en foutais un peu. Et de là on a commencé à faire des radios. Sur les radios on a bien vu la scoliose que j'avais et on nous a dit bon va falloir porter un corset, tout ça. Là on n'était pas encore au courant de la maladie. Quand je suis rentrée en 6e, je me rappelle ma rentrée, j'arrivais avec mon corset et tout, et quelques mois après j'ai les signes de ma maladie, donc je perds l'équilibre, je tombe, je suis très maladroite. Donc au départ on se dit c'est à cause du corset, mais c'est bizarre. Et après on a compris avec les tests génétiques, tout ça, parce qu'on est allé plus loin du coup. Voilà. Petite question comme ça, l'errance du diagnostic, elle a duré combien de temps? Il n'y a pas eu d'errance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que en fait j'ai eu le corset en 2014 je crois. Et comme je vous dis, genre 6 mois après le corset, j'ai commencé à être très maladroite. Et en fait, on se demandait ce que j'avais. On demandait au médecin et tout. Et en fait, le médecin a voulu pousser mes examens sur des analyses génétiques. Et on a trouvé directement ce que j'avais. Et on a eu de la chance. Donc c'est le monde scolaire qui a plus ou moins découvert la maladie. Oui. Pour toi, ça a un impact Je me dis que si j'avais pas eu cette visite médicale de cette infirmière, j'aurais jamais su, mais j'aurais su beaucoup plus tard. J'aurais pas eu de corset, j'aurais pas eu de déclenchement de la maladie, je sais pas quand elle serait venue. En fait, j'ai tellement de questions parce que du coup, pour moi, le corset a été un déclenchement de ce que j'avais. Donc si je l'avais pas porté, qu'est-ce qui se serait passé en fait? Donc je sais pas trop. Et suite à ce diagnostic, qui a plus ou moins été entamé par le monde scolaire, comment le monde scolaire a réagi à ce diagnostic?
C'était compliqué au début parce que alors j'ai pas vécu un harcèlement, mais bon, des moqueries de tous les jeunes du collège. En plus, vraiment les collégiens, enfin on est tous méchants à cet âge-là et ouais, des moqueries, enfin pourquoi tu tombes, tout ça, parce que je portais pas mon sac à dos, j'avais pas le droit. Donc pourquoi t'as jamais ton sac, des questions, de la curiosité mal placée et de la moquerie un peu. Moi, j'essaie de pas trop calculer, mais quand on a 13 ans, c'est compliqué, hein. Et de par le corps enseignant, est-ce qu'il y a eu une certaine réactivité au diagnostic? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place suite à ce diagnostic? Là, c'est qui tout double. Après, je pense que j'ai été relativement dans un bon collège qui a compris de suite ce que j'avais. Et du coup, tous mes profs étaient prévenus. Donc j'avais, oui, des aménagements, tout ça. J'avais le droit à une AVS. J'ai eu une AVS à partir du collège en 6e. J'avais des tiers-temps, tout ça, même pour mon diplôme brevet et le bac et tout. J'ai tout le droit sur ça et les profs étaient assez compréhensifs, même s'ils comprenaient pas tout. Des fois, ils comprenaient pas pourquoi des fois... en fait, en classe au collège, le fait d'avoir un corset, j'avais mal aux fesses à force. Donc moi, j'avais le droit de me lever et de marcher. Et voilà, le prof, il me regardait comme ça, il comprenait pas, mais il disait rien, mais bon, il comprenait pas trop, mais j'avais le droit, c'était mis en place en fait. Histoire d'avoir moins mal au dos, parce que rester assise toute une journée, c'était épuisant pour moi. J'avais mal au dos à la fin. Donc voilà. Donc AVS qui aujourd'hui s'appelle AESH, qui était un petit peu la thématique du mois dernier pour ceux qui étaient là ou pour celles et ceux qui aimeraient écouter à nouveau l'émission. Donc il y avait ces mises en place là par rapport au corset. Est-ce que c'était facile cette mise en place des tiers-temps, notamment pour le brevet qui est une épreuve officielle? Alors ça, je t'avoue qu'il faudrait demander à ma mère. Mais pour moi, j'ai pas vécu ça comme c'était compliqué. J'étais pas la seule déjà à être, on va dire, handicapée et avoir des aménagements. Ça, je sais, il y en avait plusieurs élèves dans le collège. Et donc non, je me souviens pas que c'était compliqué parce que qu'est-ce que j'ai eu le droit au brevet? Juste, on va dire, un tiers-temps. Un tiers-temps et... peut-être, non, je dis n'importe quoi. J'allais dire des épreuves en moins, mais j'ai tout passé pour le brevet. Juste du temps en plus. Voilà. Et assez compréhensible parce que j'étais stressée, j'avais du mal à parler, du coup, tout. C'était un tout, en fait. Du coup, les profs, ils me disaient, prends ton temps, t'inquiète, t'y as le droit. Donc, ça, c'était cool. Ok. Juste pour petit rappel, parce que moi, je suis vieux et que à l'époque où je passe mon brevet, je n'avais que des épreuves d'histoire, maths et français. Est-ce que toi, tu avais 2 épreuves en plus? Moi, la différence de maintenant, je crois, j'avais histoire de l'art. Et non, après j'ai eu maths, français, histoire. Et c'est tout, je crois. C'est plus comme ça maintenant. Mais c'était déjà bien. Parce qu'on avait 40 textes de français à apprendre par cœur, en histoire pareil. Moi qui suis pas scolaire, c'était énorme déjà pour moi. Donc voilà. Donc tu as un peu parlé de ta relation avec les autres élèves où tu subissais un petit peu du harcèlement. On a posé la question le mois dernier si elle aurait aimé parler de son handicap, mais plus ou moins à sa classe ou au collège. Est-ce que pour toi, ça aurait été quelque chose qui aurait pu t'aider? Ouais, je pense que j'aurais dû le faire. On me l'a proposé, j'ai refusé. Parce que je voulais... Pour moi, j'étais comme les autres. Je voulais pas montrer qu'il y avait une différence. J'assumais pas. Moi, j'étais jeune. Hein. Donc, je voulais pas. Juste, je crois j'ai été présentée comme quoi j'avais juste un corset. Donc, fallait faire attention. Pas de mouvements brusques. Pas me pousser pour pas que je tombe, tout ça. Mais sinon, pas plus loin. Je voulais pas. Donc, voilà. T'avais besoin aussi de temps.
Oui, Je pense que le diagnostic était encore frais. Ouais. Et donc, Surtout que à ce moment-là, j'étais debout et que le médecin il te regarde et te dit bah tu seras en fauteuil dans quelques années. Ok. oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de te poser la question, mais finalement, mon diagnostic, le médecin, il t'a dit quoi? Que c'était une maladie neurodégénérative, il m'a expliqué tout ça, que ça se passait dans le cervelet, et que du coup, tous ces symptômes de perdre l'équilibre, tomber, la motricité fine, tout ça, être maladroit, ça allait s'aggraver malheureusement. Et il m'a dit de toute façon, voilà, il y a le fauteuil qui va arriver dans ta vie à un moment ou à un autre. Donc pour moi, je voulais pas. Je disais mais non. Si. Mais non, je ne suis pas comme les Voilà, autres. c'est ça. Oui, j'y crois aussi. Pour la petite anecdote, cher auditoris, Anna et moi partageons le même diagnostic, parce que moi aussi je suis atteint de l'ataxie de Friedreich, où chacun on a des parcours différents. Moi, pour le coup, j'ai été diagnostiqué à 17 ans, donc beaucoup plus tard. Plus tard, toi. Pour revenir à ta relation avec les autres, malgré ce harcèlement que tu as pu subir, est-ce que tu as tissé des amitiés? Oui, mais tes amitiés, je dirais des fausses amitiés parce qu'aujourd'hui j'ai quitté l'école, j'ai plus aucun contact avec ces gens-là. Malheureusement, on appelle souvent ça des amis de 8-18. C'est tout. Après, C'est-à-dire? 8h, 18h, quoi. C'est tout. C'est vrai, hein. C'est... Je ne savais pas. Non, mais réellement, parce qu'on ne s'appelait pas après le week-end ou même quand on était en vacances, je les voyais pas. Si j'ai eu quand même quelques meilleurs amis, forcément, quand j'ai eu des bonnes amitiés, mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec eux. On a grandi, on a fait notre chemin, on est différents chacun. Et voilà, après au collège, moi j'étais la petite peste du collège qui assumait pas son handicap, qui voulait pas le montrer. En plus, donc vraiment, enfin je m'en foutais des amitiés et tout. Je voulais juste être vue comme quelqu'un de normal, c'est tout, pas différente. Ok. Et donc tu voulais être vu comme quelqu'un de normal. À cet âge-là, ça veut dire quoi? Bah pour moi, le normal c'était valide. Ouais. Et après, j'ai compris avec les années que je suis normale, mais différente, juste un petit peu. Mais au collège, pour moi, j'étais bizarre. J'étais un peu un alien. Et après, il y avait les gens normaux à côté. Et moi, je voulais être comme ça. Mais c'est vrai. Anna, je dois te le dire, t'es toujours une alien. Ah, ok, je le savais. Mais comme nous tous et toutes, à nos manières. Donc, ok, les amitiés un petit peu, mais pas trop. Des amourettes, les amourettes de collège, est-ce qu'il y en a eu? Oui. Oui. Oui, mon premier amour, j'étais en 4e, je crois. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Parce qu'au final, c'est aussi comment donner une place au handicap quand on est en relation si jeune. On va dire que je suis bien tombée parce qu'en fait, mon premier amour, son papa était dans le handicap aussi. Donc c'est lui qui est venu vers moi, qui a compris que ça allait, j'étais différente. Et de là, j'en ai parlé avec lui, mais sans tabou, parce qu'il comprenait du coup. Et on est resté à peu près 1 an ensemble. Voilà. Il connaissait le monde du handicap, donc j'étais pas gênée en fait avec lui. Donc voilà, j'avais 15 ans. Donc, finalement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le handicap qui vous a lié? Oui, je pense. Et ouais, je pense que ça m'a été... Bon, après, je voulais pas lui montrer, je me souviens, j'avais honte de lui montrer que j'avais du mal et qu'il me fallait de l'aide. Mais il savait ce que c'était avec son papa, donc ça l'a pas dérangé. Voilà.
après, au lycée, ça l'a dérangé parce que lui, il est passé dans mon lycée, j'étais en déambulateur et là, il m'a quitté parce qu'il assumait pas devant les autres. Donc Voilà. c'est là où il y a un aspect du handicap Ouais. qui est pas forcément présent tout Ouais. le temps, c'est l'évolution. C'est ça. En fait, je pense que l'évolution pour lui était trop. J'étais juste en déambulateur, j'étais même pas en fauteuil et je pense qu'il voulait pas. Je sais pas, il a peut-être dû se dire, mon père il est déjà pas mal atteint, donc j'avais envie d'avoir une copine autant. Je sais pas, j'ai plus de contact avec lui, donc j'en ai pas réellement parlé avec lui, mais je pense que c'est ça. Malgré que tu n'aies plus contact avec lui, on sent que tu en gardes un souvenir Oui. Bah, riche c'est ma et... première relation, c'est la première fois qu'on tombe amoureux. C'est avec lui qu'on découvre tout. Enfin, tu te dis, oui, quand t'as des papillons dans le ventre, j'étais là, mais c'est quoi ça? Et après, j'ai compris. Et c'était cool. Donc là, tu as commencé à nous parler du lycée et justement au lycée, tu es passé en déambulateur. Est-ce que tu peux nous parler des différences qu'il y a eu? Je suis passée en déambulateur, j'étais en fin seconde, début première. Parce que j'arrivais plus à marcher. Enfin, j'arrivais à marcher, mais c'était dangereux. Parce que je tombais tout le temps. Donc, on m'a mis le déambulateur. Et c'était compliqué parce que moi, j'assimile ça au vieux. Et je voulais pas avoir un truc de vieux. Donc, c'était compliqué. J'ai fait 2 ans avec ce déambulateur jusqu'en terminale. Bon, après, ça allait mieux, mais au début, c'était compliqué. Je me cachais, j'avais peur qu'on me voie. Je voulais pas qu'on me voie, en fait. Je baissais la tête, les yeux, comme ça. Je me faisais petite, en fait. J'étais la seule dans mon lycée. On va dire, personne n'était en fauteuil dans mon lycée ou en déambulateur. Donc, voilà. Tu te faisais petite et en même temps, est-ce que ça venait pas du fait aussi de la concentration que ça demandait Ouais. de Ouais. marchand Bah, déambulateur? je voulais pas tomber, la honte. Donc, Oui. fallait que je me concentre à bien marcher, tout ça. Après, j'ai eu des petites... Je crois que je suis jamais réellement tombée au lycée, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé parce que, truc bête, je m'assois sur mon déambulateur, bah je bascule. Mais pas en marchant, ça m'est pas arrivé. Et je sais que, du coup, à chaque fois, j'étais contente dès que je rentrais chez moi. Je me disais, bon, aujourd'hui, je suis pas tombée, tout va bien. Mais oui, c'était la concentration. J'étais KO le soir parce que en plus il y avait les cours, les devoirs. Justement, ce que je me demandais, c'est finalement de devoir te concentrer toute la journée juste pour marcher. Ouais. Est-ce que ça n'a pas eu un impact direct aussi sur ta capacité à étudier? Impact, je sais pas parce que moi là-bas je suis vraiment pas scolaire. Donc handicap ou pas, je sais pas si j'aurais bien travaillé à l'école. Mais je pense que si quand même un peu parce que bah vu que tout se passe dans le cervelet, déjà faut que je contrôle tout et en plus fallait que je travaille dans mon cerveau, fallait que je prépare le bac de français qu'on a en première et le bac en terminale. Bonsoir. Je me permets de t'interrompre, Damien, avant que tu passes peut-être à un autre sujet, mais tu as parlé du déambulateur au lycée, collège, lycée? Non, lycée. Ouais. Lycée. Au lycée, est-ce que c'était un choix, entre gros guillemets un choix, de te véhiculer avec le déambulateur? Et pourquoi est-ce que ça t'as pas utilisé directement un fauteuil roulant? Alors, enfin, je pense que Oui. j'ai des éléments de réponse, mais surtout parce que au final, un fauteuil, on se dit que des fois, c'est aussi Mais plus j'aurais dû, pratique. je pense. En fait, les médecins m'ont dit, ok, c'est plus possible que tu marches parce que ça devient dangereux pour toi. Et moi, je voulais pas de fauteuil, c'était trop tôt encore. Donc, ils m'ont mis le déambulateur, même si c'était compliqué dans ma tête. Mais j'aurais dû, avec du recul, c'est plus sécurisant, surtout au lycée. D'avoir le fauteuil, ça aurait été peut-être plus sécurisant. Je serais peut-être allée au bout de mes études. J'aurais peut-être eu mon bac, tout ça. Donc,
c'est pas un regret, mais bon, je l'ai fait au moins, donc je suis contente. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû pas mieux choisir, mais plus avoir de la réflexion, peut-être. Mais après, il y a aussi un truc. Des fois, on se rend bien compte après, en étant en fauteuil, que le fauteuil c'est en fait plus simple et plus pratique pour te déplacer, pour tenir des trucs, pour porter. Mais le passage à être en fauteuil tout le temps, c'est différent parce que en déambulateur, tu restes debout quand même et tu restes à la même vision que les autres. Enfin. Bah moi, en plus les médecins ils me disaient le problème c'est que si on te met dans un fauteuil maintenant, tu perds l'usage de tes jambes, ils me disaient. Donc moi qui voulais garder de la stabilité déjà debout et quand même avoir pas mal de force dans les jambes, pour moi c'était hors de question d'avoir un fauteuil. En fait, je voulais que mes jambes fonctionnent encore le plus tard possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire comme Camille, à poser vos questions, prendre la parole. On est là pour ça aussi, que le handicap devienne un sujet, que tout le monde ait la liberté de parler, pas uniquement les personnes concernées. Pour reprendre une question un peu plus générale, quel bac tu as fait? Bac L. Bac littéraire. L, bac littéraire. Ok. Et pourquoi? Parce que déjà j'étais vraiment pas scientifique, donc la S pour moi c'était never. Après il y avait ES, économie, ça m'intéressait pas tant que ça. En fait c'était soit littéraire, soit STMG, je sais plus s'il existe encore celui-là, je crois pas. STMG, en tout cas moi ça me parle. Oui, mais j'ai fait plutôt littéraire parce que j'étais quand même plutôt forte en langue, surtout en espagnol. Même si le français, j'avais mes difficultés, j'aimais bien. Et la philo, bah, ça m'intriguait quand je suis arrivée, du coup, en terminale. Alors, ça dépend, c'est qui double la philo, c'est est-ce que t'aimes le sujet ou pas. Il y a des sujets que j'aimais bien et je trouvais ça intéressant à développer. Des fois, j'avais juste envie de dormir. Tiens, justement, petite question. Est-ce que tu penses que le handicap pourrait être un sujet de philo? Ouais. Non, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Je n'y ai jamais réellement pensé, mais c'est vrai, oui, je pense. Ça peut être intéressant d'avoir un débat philosophique sur le handicap. Et sur ce, on va accueillir le deuxième invité sur Auditories. On va faire une petite pause installation. On se retrouve tout de suite après. Et nous sommes de retour, chers auditeurs, sur ce deuxième épisode sur l'adolescence et le handicap de Dirty People. Nous venons d'être rejoints par Hugo. Oui. Bonjour Hugo. Oui, bonjour, enchanté. Est-ce que ça va? Oui, très bien. On a un peu discuté en première partie avec Anna de l'adolescence et du handicap et on a parlé un petit peu du collège. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, ton expérience du collège, comment ça s'est déroulé? Oui. Bonjour à tous, je suis Hugo, je viens de Corse. J'ai fait mon collège de 10 ans jusqu'à mes 15 ans. J'ai toujours eu plein d'amis, etc. Mais ça a été un peu compliqué parce que les poussées d'hormones, etc. Du coup, j'ai dû partir à Montpellier quand j'étais en cinquième pour me remettre en place. Et du coup, grâce à maman, on
on est parti là-bas, à Montpellier pendant 9 mois, où j'étais suivi par un neuro, etc. Donc, c'était une année un peu mouvementée. Et pendant l'adolescence, c'était un peu compliqué parce que c'est là où tous mes groupes de copains se saluent un peu en creux, où il y a eu des moqueries, etc. Et après, j'ai réussi à finir mon année comme tout le monde. Donc si je comprends bien Hugo, tu es venu plus ou moins ici en 5e, c'est ça? Et notamment pour le médical, parce qu'il y avait un pôle médical plus intéressant à Montpellier qu'en Corse. Oui, qui est inexistant. Qui est inexistant en médical Corse. là-bas. Les mots sont dits. Hugo, est-ce que tu pourrais un peu décrire ta pathologie pour les personnes qui nous écoutent et les personnes qui nous voient ici à Gaz Café? Oui, je suis, comme mon ami Juliette, dystonique, et j'ai des implantations cérébrales implantées dans le cerveau pour éviter de donner des baffes aux gens. Et donc, quel impact a cette dystonie sur toi? Des fois, ça peut avoir un changement d'humeur. Ça demande beaucoup d'énergie qu'on connaît tous les jours. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai besoin de beaucoup dormir pour pouvoir me reposer. Donc là, ça rejoint un petit peu quelque chose dont on discutait avec Anna juste avant, c'est que tu as besoin de beaucoup de concentration pour tes gestes, pour pouvoir réaliser tes gestes du quotidien. Et l'impact principal que tu as, c'est que tu te déplaces en fauteuil roulant. Plus spécifiquement en fauteuil roulant électrique. Oui. Depuis quel âge? Depuis 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans. Oui. Et est-ce que ça a eu un impact direct sur ta scolarité, notamment durant l'adolescence, de circuler en fauteuil roulant électrique? Au début, heureusement que j'avais construit un deuxième collège à Porto-Rico qui était tout neuf, donc c'était adapté. Mais on a dû faire fabriquer des rampes pour pouvoir accéder au collège plus facilement. Et du coup, j'ai eu une autonomie plus importante. Juste pour la petite info, Hugo, tu es à quel âge? J'ai 19 ans aujourd'hui. Aujourd'hui Cette année. Pas dans cette année aujourd'hui. Et donc maintenant, du haut de tes 19 ans, on sent que tu as des bons souvenirs de ton collège où tu as eu toujours plein d'amis, pour reprendre tes mots. On avait pu un petit peu discuter aussi en off de l'impact qu'a pu avoir la dystonie sur l'adolescence, ou plus exactement comment l'adolescence a pu avoir un impact sur la dystonie, notamment au niveau des hormones. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, j'étais beaucoup plus raide, j'avais des douleurs musculaires de la tête aux pieds et inversement. J'avais des crispations, des décharges électriques, etc. Et du coup, j'avais tellement mal que je ne pouvais plus aller à l'école tous les jours. Et du coup, c'était un peu le parcours du combattant. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Et comment a été réglée cette problématique des hormones? En faisant des réglages pendant 9 mois. Et en essayant de trouver mes améliorations plus. Et au bout de 9 mois, j'ai réussi à me rétablir grâce à ma neurologue et au système médical et aussi aux copains que je voyais quand j'allais en vacances à Montpellier, en partant de Montpellier à Corse, au lieu de faire l'inverse tous les 2 mois. Donc c'est via des médicaments et de trouver le bon dosage
des médicaments? Déjà du courant électrique dans le cerveau. Ok. Donc ça, c'est un sujet qu'on n'a pas pu trop discuter avec Anna encore. Donc je pose la question à tous les deux et je vous laisse répondre. Qui veut répondre? Comment la santé, notamment les séances de kiné, chez le médecin, quelle place ils ont eu durant votre scolarité? Comment vous avez réussi à jongler du médical à aller au cours en étant au collège ou au lycée? Moi, j'ai été pendant 5 ans un rat de laboratoire. C'est-à-dire que en fait la tactique Friedreich, plus maintenant malheureusement, mais j'ai été en fait suivie dans un protocole à Paris par une neurologue spécialiste en la tactique Friedreich, Madame Husson. Et j'étais suivie par elle pendant 6 ans. Et en fait, on va une semaine tous les 6 mois à Paris pour évaluer comment la maladie, comment ça a évolué sur les 6 derniers mois, sur la dernière année. Et ça a commencé en 6e au collège et ça s'est terminé en terminale. Ah oui, donc plus que 5 ans, en fait, quoi. Ouais. Vraiment, ça t'a suivi tout le collège, lycée, autant que la maladie, finalement. Oui. En fait, à mes 17 ans, quand j'ai arrêté de la terminale, 2 mois après, je me faisais opérer du dos pour ma scoliose. Et fallait attendre que j'ai 18 ans pour que je signe tout ça pour me faire opérer. Et en fait, le jour d'après de l'opération, Madame Husson vient me voir dans ma chambre d'hôpital et je lui ai dit que je quitte le protocole d'évaluation parce que j'en avais marre d'être un rat de laboratoire. Tout le temps, là, tous les 6 mois, parce que vraiment, c'était examen sur examen pour voir chaque truc qui a pu évoluer ou dégénérer, mais c'était pas un fonctionnement, c'était vraiment, ils regardaient que la maladie, en fait. Et moi, après, quoi. Oui, donc au final, on te voyait d'abord comme une personne handicapée que comme une personne. C'est ça. Après, c'est bien parce que du coup, ça nous a quand même aussi aidé de voir comment rassurer, parce que chaque évolution est différente, et puis et elle nous disait quand même que tous ces examens-là, quand même, ça nous ça, comment on dit ça nous aidait, ça m'aidait à voir un peu, à m'imaginer comment l'avenir pourrait être, tout ça, et à comprendre comment mon corps fonctionne avec la maladie, donc voilà. Oui, ça t'a permis de prendre du temps pour découvrir comment ton corps fonctionnait. Au final, ça te permet aussi de prendre du recul. Aujourd'hui, peut-être. Ouais. Mais depuis que j'ai arrêté, je suis quand même mieux. Hein. Tout ce protocole-là, c'est bon. Parce que du coup, je ratais une semaine de cours, en fait. Donc, j'avais une semaine à rattraper de cours. Donc, c'était compliqué. Voilà. En plus de ce qu'on racontait tout à l'heure, où ça pouvait être difficile de suivre les cours, de par la concentration, devoir marcher tout le temps. Oui. Et en dehors de cette situation du protocole qui est spécifique, est-ce que tu avais aussi des séances de kiné, des rendez-vous médicaux plus réguliers que l'ordinaire? Alors déjà depuis 5 ans, depuis le diagnostic de la maladie, j'ai kiné 3 fois par semaine. On a enclenché ça dès que la maladie est arrivée. Et après, j'ai fait un peu d'orthophonisme mais j'ai arrêté parce que j'avais pas tant besoin que ça au final. Et après, j'ai fait, à part le kiné, je fais pas tant de choses, à part les rendez-vous médicaux que j'avais tous les 6 mois à Paris, on va dire qu'à côté, en libéral, j'avais juste mon kiné et voilà. Ok. Voilà. Et toi, Hugo, de ton côté, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la santé, les rendez-vous médicaux, quelle place elles avaient durant ton adolescence?
Maintenant, on essayait d'aller à sa vacances scolaires de Corse à Montpellier, comme ça je pouvais pas louper les cours, etc. Jusqu'à mon année de 5e où j'étais pas bien, où j'ai dû rester 9 mois. Et du coup, j'ai décidé de continuer mon année scolaire jusqu'à la terminale sans redoubler. Et j'étais suivi à l'Institut Saint-Pierre à Paravas depuis mes 5 ans et demi. Et du coup, j'avais tous mes personnels médicaux sur place, orthophonistes, etc. Et puis un neuro qui faisait des protocoles de recherche pour m'améliorer. Et ça s'est très bien passé. Tu as parlé de l'Institut Saint-Pierre. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cet endroit, du rôle qu'elle a eu durant ton adolescence? Ben, déjà, c'est une fondation qui a été créée pour les enfants qui étaient victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, c'est un centre médicalisé pour les enfants qui accueille des bébés jusqu'à 18 ans. Et c'était un peu la grande famille là-bas, après la Corse. Et donc, à chaque fois que j'allais de 8h jusqu'à 4h l'après-midi, j'étais toujours content de y aller. C'était plus une motivation qu'une contrainte. Et pourquoi c'était une motivation? Je me suis dit, déjà tout le monde était pareil, plus ou moins vernis, derdi, du coup, tout le monde était pareil et tout le monde essayait de s'améliorer tous les jours, bien, les accidents de la route, les obésités, etc., et les personnes comme moi. Et à la fin, on était tous devenus amis, comme une vraie colonie de vacances. Et j'adorais faire les activités comme bagno, kiné, etc. Là aussi, on peut voir qu'à la différence des instituts ordinaires, il y avait tout qui était accessible. Et il y avait aussi du matériel spécialisé, comme de la balnéo. Et donc, tes journées étaient construites toujours de la même manière, c'est-à-dire une partie école et une partie kiné. On peut le résumer comme ça. Oui, une partie école et une partie kiné, du coup, j'essayais de jongler entre école et cours. Et après, c'était... Oui, on peut résumer comme ça. En fait, à la base, à l'Institut Saint-Pierre, j'allais pour les vacances. Et à partir de mon année de 5e, je suis allé pendant 9 mois. Là où j'ai pu découvrir le vrai fonctionnement de l'Institut Saint-Pierre pendant 9 mois. Donc on a un petit peu parlé au début avec Anna des relations avec les gens, il y avait un petit peu de harcèlement. Toi Hugo, on a pu parler que tu avais toujours beaucoup d'amis. On a commencé un petit peu à parler avec Anna, mais notamment moi ce qui m'intéressait du fait d'inviter un garçon et une fille, bref. C'était, est-ce que vous pourriez identifier des éléments qui fait que grandir avec un handicap quand on est adolescent ou adolescente, quelles sont les différences? Moi, le problème, c'est que j'ai pas vu tellement de différence parce qu'en fait, je faisais tout pour être quelqu'un de pas différente et valide, que je me montrais pas. Et du coup, on me traitait comme un peu tout le monde. En fait, quand j'étais debout, on va dire au collège, quand je restais debout comme ça ou même assise, on ne voyait pas la maladie. Donc pour moi, c'était bénef. On me traitait comme toutes les autres. C'est vrai que je me montrais pas. Donc j'ai pas eu cette différence de je suis handicapée. Du coup, les gens viennent me voir parce que je suis une fille qui est en difficulté. Non, je montrais pas. Donc j'ai pas eu forcément de difficulté. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez sociable. J'adore parler avec les gens. Donc, même d'aller vers quelqu'un que je connais pas, j'aime bien. Ça me dérange pas. Je suis pas timide ou quoi. Donc, voilà. D'accord.
Pendant la réponse de Anna, Hugo, je t'entendais dire oui, moi aussi, je faisais tout pour être valide. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Déjà, je suis quelqu'un de très sociable, comme l'a Ouais. dit Anna. Et du coup, j'aimais bien voir les gens, leur poser quelques questions. Et à la fin, les gens, ils me voyaient plus comme une personne normale que comme une personne handicapée, parce que ils avaient tout plutôt bien la partie fauteuil. Et du coup, on pouvait partir dans des discussions comme je faisais beaucoup de café philo au collège. Du coup, on pouvait faire des débats où on prenait un thème, par exemple, comme aujourd'hui, et après, on faisait les débats et du coup, les gens, ils sortaient de ce café philo plus serein et plus apaisé. Et du coup, ils avaient oublié la différence, quoi. C'est rigolo parce que justement, je demandais à Anna juste avant que tu arrives, est-ce que le handicap ne pourrait pas être un sujet de philo au bac? Oui, je pense que ça peut être un sujet de philo au bac très intéressant. Et ça poserait les questions sur la condition humaine. Comme par exemple en Égypte, il y avait beaucoup de rois qui avaient un membre en moins ou une jambe en moins, mais ils arrivaient à diriger le pays pendant plusieurs siècles, comme Toutankhamon ou d'autres rois d'Égypte. Pour aller revenir sur le sujet, cette différence homme-femme, donc, est-ce que vous pensez aussi, est-ce que vous avez identifié les impacts que peut avoir le handicap sur les relations avec le sexe opposé? Alors moi, bizarrement, j'ai toujours eu plus de facilité à me faire des amis de garçons que des filles. Je m'entendais pas avec les filles, c'est sous tes pestes, les filles, à cet âge-là. C'est horrible. Du coup, j'allais plus vers les garçons et pas de problème. Enfin, j'avais quand même quelques copines filles. En fait, entre filles, on est toutes jalouses entre nous. Et donc, il y avait beaucoup de jalousie. Oh, toi, t'as ça, mais moi, j'ai pas ça. Non, et tout. Et ouais, non, en plus, c'était mieux, les garçons. C'était drôle en plus et sans prise de tête. Est-ce qu'il y avait déjà de la jalousie par rapport à tes tiers-temps Ouais. ou par rapport aux déambulateurs ou... Bah, en fait, au collège, vu que j'avais rien de tout ça, ils comprenaient pas pourquoi j'avais le droit à tout ça, en fait. Ils se demandaient, mais elle a juste un corset, au pire, pourquoi elle a besoin d'un tiers-temps? Donc finalement, la problématique du handicap invisible, Ouais. non Le perceptible. handicap invisible en France, oulala, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Hein. Et toi, Hugo, quel impact peut avoir le handicap dans la relation avec le sexe opposé? Moi, j'ai toujours fait en sorte que le monde, fasse, moi, j'ai toujours fait en sorte que les gens aient un autre regard sur le handicap, positif ou négatif. Et j'ai toujours réussi à me rendre toujours positif. Du coup, les gens, dès qu'ils me voyaient dans la rue ou au collège ou ici, j'étais plus ou moins content. Et du coup, ils ne faisaient que me pousser vers l'avant. Et du coup, j'étais content. Ok. Donc, ils t'ont aidé à te pousser vers l'avant, c'est-à-dire? Qui m'encourageait et du coup, ils dépassaient leurs limites pour moi et pour eux. Et à la fin, on formait une vraie équipe. Tous soudés, on voyait plus la différence. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu vivre aussi, Anna, où tu sentais que tu étais en équipe avec des gens? Non, moi, on me faisait sentir que j'étais différente. Jamais eu d'équipe, jamais. Non, c'est Anna handicapé, on voulait pas de moi le plus souvent, donc il y avait pas ce sentiment d'équipe. J'ai jamais ressenti ce sentiment d'équipe à part avec ma famille, non. Les amis, pas vraiment en fait. Enfin, au collège surtout. Et au lycée, pareil. Donc et aujourd'hui? aujourd'hui, j'ai compris que les amis se comptent sur les doigts de la main. Donc c'est pas avoir 40 amis qui est le mieux. Donc j'ai pas forcément
une équipe d'amis autour de moi. J'ai mon meilleur ami que je connais depuis gamine. J'ai une autre meilleure copine, en tout, je crois que j'en ai 4, 5. On peut dire qu'on est une équipe tous ensemble, mais on se connaît pas entre nous, tout ça. Mais j'ai pas ce sentiment d'équipe et ça me plaît pas. Enfin, j'aime bien avoir ma relation avec mon ami intime en fait, enfin que je connais. Voilà. Après, ça me dérange pas de sortir aussi avec des amis. On est en groupe et des fois de connaître personne, de faire des rencontres et tout. Et tant mieux. Moi, me faire des amis, j'aimerais bien plus, en tout cas. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que les gens ils veulent pas forcément traîner avec quelqu'un handicapé quoi, quelqu'un en fauteuil roulant. Bon. Pareil aussi. Hein? Je disais pareil qu'Anna. Ah non. Je disais que pareil qu'Anna, c'était toujours un peu compliqué. Parce qu'on savait pas comment faire aborder les gens pour qu'ils nous acceptent comme amis ou petits amis. Du coup, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Du coup, je disais rien. Et je préférais prendre les gens à part, comme ça, c'était plus simple que de faire devant tout le monde pour éviter les moqueries et les mauvaises blagues à droite, à gauche. Donc, j'ai toujours préféré inviter, de faire des fêtes à la maison pour les anniversaires ou pour faire des parties. C'était beaucoup plus simple pour moi de faire partie de la communauté du monde des Valides et c'était plus simple que d'à chaque fois de faire des plans pour éviter que ça parte en dispute. Du coup, c'était toujours compliqué, donc même encore aujourd'hui, je sais pas quoi faire. J'ai encore à moitié dans l'impact et à moitié dans l'ouverture. Donc, tu parlais un petit peu de cette notion de devoir s'adapter aussi aux personnes valides. La question que j'ai envie de vous poser à tout le monde et aussi à l'Assemblée, c'est est-ce que c'est à nous de nous adapter aux personnes valides ou est-ce que c'est pas l'inverse? Moi, je dirais que c'est plus aux personnes valides de s'adapter à nous que de nous de s'adapter à eux. Parce que pour nous, ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de concentration et ça fait un parcours de combattant en plus. Anna, tu es d'accord? Pourquoi on serait obligé de s'adapter aux gens valides? Enfin, c'est n'importe quoi. Je comprends pas ça. On est tous pareils. Hein, on est juste en fauteuil roulant. Hein, enfin, bref, ça m'énerve. En effet. Ça nous énerve aussi. C'est pour ça que nous sommes là. Et un sujet dont on n'a pas parlé, mais que tu as commencé un petit peu à en parler, c'est du sujet des parents. Quelle a été la place des parents durant votre adolescence et notamment en étant en situation de handicap et diagnostiqué Oula, tu vas sur un sujet, moi. Et oui, je sais, mais elle n'est pas là, donc. Ouais. Non, mais c'est pas sur ma maman parce que ma maman m'a élevée du coup depuis le diagnostic de la maladie. Par contre, depuis le diagnostic de la maladie, mon père m'a abandonnée parce qu'il supportait pas avoir une fille handicapée. Il a honte de moi. Donc c'est compliqué les relations avec mon père aujourd'hui. J'en ai pratiquement plus. On n'arrive pas à avoir une complicité, il comprend pas. Pour lui, je suis une flemmarde. Je pourrais marcher. Mon père, il m'a déjà dit, lève-toi et marche. Hein. Il s'est pris pour Jésus. Ouais, c'est ça. Donc, pour le coup, on va résumer la question sur ta maman. Comment a été la relation avec ta maman pendant ton adolescence? Ma maman a tout fait pour moi. Elle a arrêté de travailler pour moi. Elle est partie en retraite anticipée pour s'occuper de moi, pour être aidante familiale. Et si je suis aujourd'hui, c'est quand même grâce à elle. Hein, c'est pas grâce à mon père. Hein.
c'est grâce à elle et ma grande sœur aussi, on va dire. Mes deux piliers, on va dire, familiaux, c'est ma maman et ma grande sœur. Justement, est-ce que pendant l'adolescence, est-ce que c'est un sujet sur lequel discuter le handicap entre toi, ta maman et ta grande sœur, par exemple? Moi, j'avais du mal parce que j'assumais pas et que, au bout d'un moment, ma mère, en fait, elle essayait de me mettre en face des yeux ce que j'ai. Elle me disait, tu peux pas faire tout vouloir faire comme quelqu'un de valide alors que tu peux pas. Et je comprenais pas. Et du coup, ça me vexait. Du coup, il y avait des conflits. Et si ça n'a pas été toujours facile avec ma mère. Et elle essayait sans méchanceté de me montrer que oui, je suis différente parce que il y a le handicap dans ma vie. Mais je reste un être humain, c'est tout. Et aujourd'hui, tu vois maintenant la différence? C'est différent. C'est vraiment, vraiment différent. Depuis, on va dire que j'ai arrêté l'école, je vis avec elle non-stop, déjà. Et du coup, on a appris à parler, à communiquer sur ça, et je lui dis, dès qu'il y a un truc que je sens bizarre au niveau de la maladie, qui arrive, qui évolue, je lui en parle, et on en parle. Et du coup, on voit un médecin, on fait quelque chose pour pas que ça évolue, que ça dégringole au possible. Donc, sur ça, je suis content, il y a plus trop de tabous parce que moi aussi j'ai compris, j'ai commencé à accepter, à assumer. Et ma grande sœur aujourd'hui, pareil, on peut en parler, tandis qu'avant, je voulais rien entendre, moi. Je voulais faire comme si ça n'existait pas. Oui, donc au final, si la personne concernée n'entend pas le handicap, on peut pas avancer finalement. C'est ça. Et toi, Hugo, de ton côté, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta relation avec tes parents en sachant que ta maman te tient le micro actuellement? Bon, moi je suis né grand prématuré. Du coup, mes parents ils sont toujours à fond, toujours là à côté avec les rendez-vous médicaux, les cours, les kinés, les infirmiers, donc ils sont toujours là. Donc même si des fois je leur demande de gérer mon emploi du temps, pour eux c'est un peu plus compliqué parce que ils ont peur que je loupe le rendez-vous, je suis désolé aujourd'hui. Mais sinon j'essaye de faire de mon mieux et c'est grâce à maman et à papa qui m'ont toujours poussé toujours plus loin, toujours plus haut. Je retente, est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assemblée à poser à nos invités ou... Tiens, Pierre, dégourdis-toi les jambes un peu. Bonjour à tous. Moi, en fait, je suis de très très loin du handicap fauteuil. Et je suis accompagnante bénévole à la Fédération des aveugles. Et j'ai voulu venir ce soir parce que cette semaine, une maman, a appelé au secours sur WhatsApp en disant que son fils de 18 ans, il vient d'avoir 18 ans, continue à refuser complètement son handicap. Il est devenu même avec sa maman qui s'occupe beaucoup de lui, très violent. Il ne supporte plus l'idée même d'avoir un handicap. Ça s'est mal passé quand il était petit. Il est allé dans un institut spécial à Toulouse pour l'aider dans la déficience visuelle. Et puis, ça s'est pas bien passé. Et alors, j'ai pas d'autres renseignements parce que je lui ai juste dit, moi j'étais musicothérapeute et j'ai remarqué que quelquefois, là où la parole ne peut plus rien, quand il y a une rupture complète de la communication, on peut quelquefois trouver un chemin de l'un vers l'autre, en tout cas au moins pour exprimer sa colère, sa frustration, son dégoût, je sais pas, tout ce qui est terrible et qui reste dedans, parce que il peut pas l'exprimer. Ça marche avec le sonore. Alors je lui ai dit, écoutez, de par mon ancien métier, je suis retraitée, de par mon métier, peut-être, je lui ai répondu à cette maman en lui disant, écoutez, je
suis pas du tout qualifiée pour vous donner des trucs et astuces. Elle nous a demandé si on connaissait un truc pour essayer que le jeune garçon puisse exprimer quelque chose. Je dis par contre, ce que je sais, c'est que peut-être la musicothérapie pourrait l'aider. Et là, elle m'a répondu, ah non, tout ce qui est thérapie, il a vu je ne sais pas combien de psychologues, et le dernier, il est parti, il sait tout juste s'il lui a pas mis un pain. Bon. Alors là, quand j'ai vu sur la Gazette, merci, non, mais parce que vous m'avez invité parce que j'étais venue l'année dernière, c'était à propos de la mosaïque, la danse alternative. Voilà, c'est là que j'ai fait votre connaissance. Et donc là, j'ai eu cette invitation. Bon, je lui ai dit, venez ce soir. Elle m'a dit non, il voudra jamais venir. J'ai dit bon, on va essayer. Moi, je vais y aller. C'est pour ça que je suis là ce soir. Donc, je suis pas effectivement directement concernée. Mais si je peux faire quelque chose, si vous avez des idées, parce que j'entends j'ai bien entendu que sa souffrance à ce jeune homme est terrible et que la maman, elle est en plein désarroi. Elle sait plus quoi faire. Elle sait plus vers qui se tourner. Elle me dit peut-être que s'il parle avec d'autres personnes qui vivent ce handicap au quotidien dans leur chair, tous les jours, depuis longtemps, peut-être que il pourra peut-être trouver des amis, parce que d'après sa maman aussi, il envoie promener absolument tout le monde. Il a plus d'amis, il veut plus parler à sa mère, il veut plus parler à personne. Voilà. Merci. Merci à vous. Gros sujet. Est-ce que Hugo ou Anna, ça vous fait écho? Est-ce que vous comprenez cette notion de rupture de communication? Moi, oui. J'ai été dans ce cas-là avec ma mère au début de la maladie. Hein. Je voulais pas entendre. Donc, il y avait des grosses disputes, tout ça. Mais avec le temps, du coup, je suis plus comme ça. Maintenant, il devient aveugle, en fait, c'est ça? Ok. 18 ans, enfin, je sais pas, ça me paraît, pourquoi il fait un blocage autant? Là, j'avoue que je bloque un peu. Après, on est tous différents. Mais, il peut avoir tellement une vie heureuse, même aveugle. Maintenant, avec tout ce qui existe, on est en 2023, je pense. Donc, je sais pas, il peut juste kiffer sa vie, même si il y a une contrainte comme nous. Mais c'est vrai que tout ce qui est conseil pour ça, j'ai peur d'être de mauvais conseils, parce que après, je sais que j'ai été comme ça plus jeune avec ma mère. Vraiment, elle l'envoyait balader parce que je voulais pas entendre que j'allais être en fauteuil, que j'allais avoir des difficultés à marcher, tout ça. Je disais, mais non, t'inquiète pas, mais non, c'est pas possible. Si. Juste petite précision sur l'histoire de ce jeune garçon. Ça lui est arrivé brutalement, c'est ça le handicap visuel? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, en tout cas, depuis le début, sa maman, elle est adhérente à la Fédération des aveugles depuis 18 ans. D'accord. Je pense qu'il est né aveugle. Oui. D'accord. Ok. Je ne sais pas, ça vient d'arriver cette semaine. On a juste communiqué par mail, par réseau, et une toute petite fois au téléphone, quand j'ai su qu'il y avait cette réunion, je dis, est-ce que vous pouvez venir? Parce que comme ça, vous allez rencontrer d'autres personnes. Et c'est seulement là qu'elle m'a dit, justement, il a un problème, il a un rendez-vous ce soir chez l'ophtalmo parce qu'il a un problème grave. D'accord. Il y a un soupçon que ce jeune garçon ait son handicap visuel depuis sa naissance. Est-ce que toi, Hugo, tu as des choses que tu as envie de dire comme conseil ou comme partage? Je pense qu'il pourrait faire du sport, comme ça pourrait m'aider. Déjà, ça va libérer sa colère, etc. Oui. Faire de la sophrologie, comme ça, il pourrait se détendre aussi. Et voir un psy spécialisé, comme ça me détendrait beaucoup. Alors là, j'ai l'impression que la notion de psy a pas l'air de lui plaire. Mais en effet, nous, ici, on est sur une notion de pouvoir parler tous ensemble
et de parler de nos expériences à chacune, même si nos handicaps sont tous différents, qu'ils soient moteurs, visuels ou auditifs. Il y a aussi des points communs qu'on a envie de mettre en avant. T'as envie de dire autre chose, Hugo, peut-être? Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Et on est tous dans le même bateau et on doit faire affronter le monde tel qu'il est, même s'il est dur, moins dur, etc. Mais on est obligé de faire avec pour passer la barrière. Merci beaucoup pour... Ah, pardon. Bien sûr. Allez-y. Donc, c'est la maman d'Hugo qui... Je suis la maman d'Hugo, et il semblerait qu'il y ait un point commun entre ce jeune homme et Hugo, c'est-à-dire que c'est des handicaps de naissance. Et bizarrement, Hugo, on a toujours fait tout avec lui, on lui a toujours tout fait faire comme tout le monde, et peut-être que on lui a fait croire que rien n'était impossible, et que arrivé à 18 ans, où il a d'autres envies, des envies de jeune, de sortir avec les autres, sans les parents. Bien sûr, c'est normal, mais de par son handicap, il a besoin toujours d'un accompagnant parce qu'il y a zéro autonomie, à part le fait de se déplacer en fauteuil. S'il veut boire quelque part, après, il faut bien aller aux toilettes et il lui faut de l'aide. Et parmi ses copains de son âge, on ne peut pas demander ce genre d'aide. Ce qui fait qu'à l'âge où il a maintenant, où il voudrait sortir comme les autres, aller faire la fête, nous, on n'est absolument pas contre le principe, au contraire. Mais Hugo a pris conscience de ce handicap, alors que jusque-là, il n'en avait pas conscience. Et c'est très dur. C'est un moment très difficile qu'on est encore en train de traverser. Ce n'est pas fini. Et effectivement, à travers cette phase où il réalise vraiment son handicap, il y a eu un gros rejet des parents, enfin surtout de moi qui m'en occupe à temps plein. Voilà. Il y a eu une période compliquée et je pense que du coup, je me dis c'est une phase peut-être normale. Et il faut faire en sorte que ça passe le mieux possible. Et c'est pas facile. Oui, en vous entendant, j'ai l'impression que c'est aussi une période que Anne a connu cette prise de conscience du handicap, de ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire avec ce nouveau corps. Surtout dans nos cas, où c'est des corps qui évoluent tout le temps, où on fait cet exercice finalement tout le temps. Et est-ce que c'est pas là aussi la clé, c'est de réussir à passer ce cap, d'accepter ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire? Je pense qu'en fait, il faut qu'on nous mette... Enfin, maman m'a beaucoup mis... Elle me dit, tu veux faire ça? Fais-le. Et tu te ramasseras, tu verras. C'est comme ça qu'on comprend, en fait, des fois. Donc, c'est comme ça que tu réalises après que tu dis, ah ouais, non, ça va être compliqué. Des fois, je me dis, oui, d'accord. Mais non, en fait. et c'est aussi comme ça qu'au final, tu trouves tes moyens de faire les choses, peut-être peut-être d'une autre manière, peut-être d'une manière plus longue, mais t'arrives à faire la chose et c'est le plus important. Après, chaque handicap est différent. C'est vrai que être aveugle, ça doit être aussi compliqué parce que s'il a des envies de jeune, comme c'est normal, sortir et que juste comme elle dit, la maman, il veut aller aux toilettes, c'est pas ses amis qui vont l'aider. Hein. Comment il fait? Donc, s'il n'accepte pas de l'aide, ça va être compliqué. Bon, après, moi, j'en acceptais pas non plus il y a quelques années. Mais ça a changé et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça dure un temps. Si on dure un temps, il faut que la tempête passe. Et toi aussi, dans ta vie personnelle, parce que t'as dit que t'étais vieux. Mais t'as eu 18 ans comme tout le monde. Oui, après moi, la petite différence, c'est que j'ai été diagnostiqué tardivement, c'est-à-dire à 17 ans. Donc moi, à 18 ans, j'étais encore debout et j'étais encore plus ou moins valide. Pour moi, c'est devenu plus compliqué plus tard
plus à vers 21 ans, 22 ans, où là, j'ai commencé à prendre conscience que je ne pouvais plus sortir seul en sécurité et que au bout d'un moment, je me rendais même compte que les amis n'étaient pas toujours là pour pouvoir m'aider à sortir, mais mon fauteuil roulant, lui, il est. Je crois que c'est là-dessus qu'on va pouvoir terminer cette deuxième émission de la nouvelle saison de Dear Valley People. Je remercie à mes invités, Hugo et Anna, d'avoir accepté de venir parler avec nous ce soir. Je remercie vous d'être venus aussi nous écouter, la Gazette Café de nous accueillir comme tous les mois. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, de retrouver les rediffusions sur YouTube et sur le site de la radio FM+, qui nous accompagne depuis 2019. Donc merci à eux. Et petite information maintenant, Dear Valley People est une association. Ça veut dire que maintenant, en plus des épisodes mensuels, on va mettre en place des espaces de parole entre personnes concernées pour pouvoir justement libérer la parole sur le handicap. Et d'ici la fin du mois, il y aura possibilité d'adhérer à l'association. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. On mettra ça tout comme il faut. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et au mois prochain pour le nouvelle émission mensuelle qui sera sur la relation au corps en situation de handicap. Bonne soirée et merci. Merci. Dear Valley People. Valley People.